Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis le coordonnateur des instituts ainsi que de la série Impact du Centre Franco. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre À vue d'œil, un remaniement des guides d'enseignement efficace en mathématiques. Alors, Julie Legault qui est avec nous aujourd'hui nous fera la présentation de cette ressource et puis, quelques petits détails techniques là, avant d'aller plus loin. Veuillez noter que cette formation, elle est enregistrée, qu'elle sera disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demandera au début d'inscrire votre présence dans un formulaire et à la fin de remplir, s'il vous plaît, un formulaire de rétroaction par rapport à vos impressions et ce que vous aimez, pas aimé sur la dite formation. Enfin, au nom du Centre Franco, je voudrais remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible justement ce genre de formation grâce à son financement. Enfin, si vous avez des questions, des commentaires durant toute la formation, n'hésitez pas à prendre votre micro et et puis aussi utiliser la boîte de clavardage. L'intro ainsi terminée, je passe maintenant la parole. Merci d'être là et je passe la parole à Julie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, comme M. l'a mentionné, on va donner aujourd'hui une formation sur la nouvelle ressource qui s'appelle À vue d'œil, qui est un remaniement des guides d'enseignement efficace en mathématiques. Je dois préciser que cette ressource n'est pas encore mise en ligne officiellement, mais elle s'en vient très bientôt. Vous allez quand même avoir un lien temporaire que je vais vous envoyer, à partir duquel vous pourrez explorer la ressource. Donc, Louis, ça fonctionne encore? La diapo change correctement? Oui, parfait. Donc, avant de débuter, on va procéder à la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme Ontario, dérivé du terme mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, je me présente brièvement. Mon nom, c'est Julie Legault. J'ai été enseignante pendant 19 ans. Présentement, je suis consultante pédagogique à temps plein. Mon rôle principal, c'est surtout de réviseur pédagogique de diverses ressources, surtout en mathématiques, à l'élémentaire, donc première et huitième année. Notamment, j'ai été réviseur pédagogique de la ressource En avant les maths, de cette nouvelle ressource à vue d'œil que je vous présente aujourd'hui, du guide d'enseignement efficace en codage, donc un nouveau guide d'enseignement efficace, et un deuxième nouveau guide qui est celui de littératie financière. On en reparlera aussi au courant de la présentation. Donc, comme Louis l'a mentionné, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre le temps de remplir le formulaire de présence. Louis, est-ce que tu aimerais que je le copie-colle dans la boîte de clavardage? Oui, s'il te plaît, c'est toujours plus facile. Je vais juste sortir de... Excusez, sortir ici. J'espère que ça fonctionne. Est-ce que le lien fonctionne? Parfait, merci. Donc, encore quelques secondes, ça ne devrait pas être très long. Donc, je vais continuer avec la présentation.
L'intention de cette formation, c'est de connaître et d'explorer la nouvelle ressource à vue d'œil afin que vous puissiez vous en servir comme référence pour l'enseignement des mathématiques. Vous verrez, c'est une référence incontournable, selon moi. Puis j'espère pouvoir vous convaincre de ceci aujourd'hui. Donc, la nouvelle ressource, d'où ça vient? Donc, pour ceux et celles qui connaissent bien les guides d'enseignement efficace en mathématiques, il y en a plein. Donc, on parle de 6 fascicules généraux, de 19 guides et documents d'appui allant de la maternelle à la 10e année, ainsi que 13 fiches attributs. Donc, du stock, on en a en masse en mathématiques. Ça a été écrit de 2008 à 2019. Toutefois, certains concepts qui se retrouvent dans ces guides-là ne sont plus en lien avec le programme cadre de mathématiques 2020. Par exemple, certains termes de vocabulaire ne sont plus les mêmes. Les contenus de certaines activités ou situations d'apprentissage ne correspondent plus au niveau scolaire. Donc, à vue d'œil, c'est vraiment un remaniement de tous ces outils-là sur un même site, dans une même ressource. Donc, on a pris tous ces guides-là, tous ces documents d'appui-là, les fiches attributs, et on les a répartis selon les contenus d'apprentissage du programme cadre de mathématiques 2020. En plus de ça, la nouvelle ressource à vue d'œil contient aussi les 2 nouveaux guides d'enseignement efficace en mathématiques, qui sont celui de codage et celui de littératie financière. Je vous présente un petit peu l'aperçu du site. Donc, c'est un site, là, je vais vous donner l'adresse très bientôt. Je vais juste prendre le temps de vous montrer un peu à quoi ça a l'air et les différentes sections qu'on y retrouve. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous verrez les domaines mathématiques. Une fois que vous cliquez sur un domaine, vous remarquerez en haut qu'on a l'onglet Fondement et juste à la droite, l'onglet Vue d'ensemble. Donc, quand on est dans l'onglet Fondement, vous remarquerez que c'est divisé par cycle. Donc, cycle primaire, cycle moyen, cycle intermédiaire. Et ici, on va parler vraiment des fondements généraux du domaine. Par exemple, les habiletés mathématiques à développer et le rôle du personnel enseignant. Donc, que des exemples. Ensuite, si on clique à la droite, l'onglet Vue d'ensemble, vous allez remarquer qu'on voit tous les niveaux scolaires. Donc, quand on clique un des niveaux, on va retrouver tous les contenus d'apprentissage et l'ensemble des guides qui est rattaché. Donc, ceci est un exemple d'un des niveaux scolaires sur lequel j'ai cliqué. Donc, si on clique un niveau scolaire, on reconnaît B1, par exemple, qui est l'attente. Et ensuite, on retrouve chacun des contenus. Donc, si vous remarquez bien, au niveau de l'attente, on a mis des situations d'apprentissage, puisque celles-ci contiennent plusieurs contenus à la fois. Et au niveau des contenus, pour chaque contenu d'apprentissage, on retrouve toujours les 2 mêmes onglets. Donc, l'onglet Enseignement et apprentissage, qui sont des activités à faire en salle de classe par rapport à ce contenu-là. Et on retrouve aussi l'onglet Habileté et connaissances, qui est plus la théorie derrière chaque contenu d'apprentissage. Si je clique, par exemple, sur l'onglet Habileté et connaissances, voici ce à quoi ça a l'air. Donc, on a décortiqué les contenus en habileté et en connaissance. Donc, habileté, nos verbes, qu'est-ce qu'on s'attend de voir chez l'élève? Donc, par exemple, ici, on voit l'habileté de comparer et ordonner des nombres. Donc, à quoi qu'on s'attend quand on demande à un élève de comparer et aussi d'ordonner, qui sont 2 choses différentes en passant. Donc, on a mis toute la théorie qui se retrouve dans les guides par rapport à cette habileté-là. Et vous allez remarquer qu'on a mis aussi la source sur laquelle vous pourrez cliquer. Puis ça mène au guide original si vous voulez en lire un peu plus sur le sujet, mais l'ensemble est là déjà. Vous remarquerez aussi quand vous allez fouiller la ressource que certains contenus contiennent aussi des vidéos, par exemple. Non seulement les sources, les hyperliens vers les guides, mais aussi des hyperliens vers le programme cadre, puis aussi vers d'autres ressources nécessaires. Donc, tout y est. Si on clique sur l'onglet Enseignement et apprentissage, comme je vous disais tantôt, ce sont plutôt des activités en lien avec le contenu. Donc, vous allez retrouver les activités et encore une fois, la source
où on a pris l'activité. Les activités proviennent de différentes sources. Ça peut être des guides d'enseignement efficace, ça peut être de la ressource en avant les maths, ça peut être aussi du site de l'atelier, ou ça peut être aussi des nouvelles activités qui ont été rédigées par l'équipe du Centre Franco. C'est un mélange de tout ça afin de bien répondre à chaque contenu d'apprentissage. Je vais vous donner maintenant le lien pour que vous puissiez ouvrir la ressource, le site. Je vais arrêter le partage 2 petites minutes, le temps que... Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est un lien temporaire parce que la ressource officielle n'a pas été publiée. Donc, vous pourrez peut-être me confirmer, à savoir si le lien fonctionne bel et bien. Parfait. Merci, Monique. Donc, je vous invite à entrer dans le site. Donc, ceci devrait être ce que vous voyez quand vous entrez dans le site. Vous reconnaissez les domaines mathématiques. Louis, est-ce qu'on voit bel et bien le site à vue d'œil maintenant, à l'écran? Oui. Parfait. OK. Donc, à partir de la page d'accueil, vous pouvez cliquer n'importe quel domaine mathématique. Vous remarquerez ici, au tout début, on a mis aussi ce qui concerne le domaine A, donc l'apprentissage socio-émotionnel et les pratiques pédagogiques à fort impact, suivi des 5 domaines mathématiques. Donc, par exemple, si on clique dans Nombre, vous allez retrouver, comme je vous expliquais tantôt, l'onglet Fondement, qui est divisé par cycle. Et ensuite, l'onglet Vue d'ensemble, où on retrouve chaque niveau scolaire et chacun de ses contenus. Toujours les 2 mêmes onglets, enseignement et apprentissage pour les activités et habileté et connaissances pour la théorie. À tout moment, si vous voulez changer de domaine, par exemple, ici je suis en nombre, vous pouvez simplement cliquer l'icône du départ qui va vous ramener à la page d'accueil. À partir de là, on peut changer de domaine. Petite remarque, vous verrez en haut à droite, on a l'onglet de langue. Ça pour vous mentionner qu'on est fiers de dire que la ressource a été bâtie en français, mais a été traduite en anglais. Donc, va servir aussi à nos collègues anglophones de la province. Dernière petite chose, je vous ai mentionné tantôt que le site comportait tous les guides d'enseignement efficace qui existaient déjà, mais aussi 2 nouveaux guides. Donc, pour retrouver le nouveau guide codage, je vous invite à cliquer le domaine Algèbre et vous remarquerez qu'ici, on a plutôt 3 onglets au lieu de 2, parce que le 3e, c'est pour le guide d'enseignement efficace de codage. Donc, ce guide a été rédigé dans la dernière année par une équipe au Centre Franco et de consultants. Même chose pour le domaine littératie financière. Vous allez retrouver le guide ici de littératie financière. Donc, c'est beaucoup de stock sur le même site. Je vais repartager ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent concernant l'accès au site? Là? Je veux m'assurer que tout le monde a accès. Parce que là, je vais vous envoyer fouiller le site un peu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Juste un petit pouce ou un petit... Linda, est-ce que ça va? Louis, est-ce que tu es bon pour répondre à Linda? Elle mentionne qu'elle ne voit pas le lien. Oui. Okay, Je vais remettre les liens dans, je vais remettre les liens dans le bas de clavardage. Là. Puis, excellent. Linda, tu me diras si ça fonctionne. Je vais continuer avec... Est-ce qu'on voit le PowerPoint? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Désolée parce que quand
je présente le PowerPoint, je ne vois plus Teams, donc je ne peux pas voir si on me répond non. Donc, on continue. Si tout le monde a bel et bien accès, c'est là qu'on va aller dans le creux du sujet. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais quand même mentionner avant de commencer quelques avantages de cette nouvelle ressource. Donc, ça permet au personnel enseignant d'en apprendre davantage sur les fondements et les concepts mathématiques liés à l'enseignement de son programme cadre. Ça peut facilement servir d'outil de formation ou même d'auto-formation. Tout est là, comme je disais, la théorie est toute là, les activités, les situations d'apprentissage, des vidéos, tout est là. Ça permet au personnel enseignant de consulter les autres niveaux scolaires, soit pour les classes à niveau multiple ou pour comparer les contenus. Donc, lorsqu'on arrive sur la page où on voit tous les niveaux scolaires, on peut facilement comparer les contenus des niveaux. Et comme je vous ai mentionné aussi, ça offre une panoplie d'exemples d'activités, de vidéos en lien avec les contenus. Donc, maintenant, je vous donne un petit défi qui va durer une dizaine de minutes. On va vous donner une dizaine de minutes là, pour aller explorer le site, mais je vous guide un peu. Donc, le premier défi va être de choisir de 1 à 3 contenus d'apprentissage selon le temps là, que vous avez et la profondeur de la lecture que vous allez faire, du niveau scolaire que vous enseignez et avec lesquels vous êtes moins à l'aise. Et je vais vous inviter à ressortir des éléments importants du ou des concepts clés que vous aurez choisis. Donc, à partir de bientôt, on va arrêter l'enregistrement. On va vous donner, comme je disais, une dizaine de minutes pour aller explorer le site et vous choisir 1 à 3 contenus d'apprentissage. Et ensuite, on fera un retour avant de vous donner un deuxième défi. Donc, j'espère que ça va tout le monde. Donc, Louis, bientôt, on peut arrêter et donner une dizaine de minutes. Ça te va? Ah, Nathalie, tu poses la question, est-ce que les autres guides sont nouveaux? Les 2 nouveaux guides sont celui de codage et celui de littératie financière qu'on va retrouver dans le domaine algèbre et dans le domaine littératie financière. Donc, ceux-là sont les nouveaux. Donc, si ça vous va, je vais arrêter ma caméra, ma présentation, et on revient, il est présentement 14h presque 50. 14h, excusez, 16h, presque 50. On peut revenir à 17h pour faire un retour et en tout temps, je suis disponible aussi si vous avez une question, vous pouvez me la poser. Bonne découverte!
Ça fait déjà 10 minutes qu'on explore la ressource. Je suis certaine que vous aurez sûrement pas eu le temps de lire tout ce que vous vouliez lire, mais pour l'instant, j'aimerais vous entendre par rapport au premier défi. Est-ce que, soit par écrit ou à l'aide de votre micro, est-ce que vous pourriez partager des éléments que vous avez remarqués, soit du site, de la structure du site comme tel, ou encore de certains concepts qu'on retrouve dans les contenus d'apprentissage? Est-ce que quelqu'un aimerait partager? Vous êtes probablement encore en lecture intense. Ça doit être pour ça. Oui, merci Linda. Oui. Donc, avez-vous retrouvé du moins les contenus que vous cherchiez? Par exemple, si vous avez visé un niveau scolaire en particulier, est-ce que ça a été facile pour vous de trouver un contenu et d'aller lire les concepts clés derrière le contenu? Est-ce que ça s'est bien passé? Bonjour Julie. Bonjour. Alors, j'ai essayé un petit peu de naviguer la ressource. C'est vrai que ce qui est très positif, c'est que c'est très facile à naviguer, très facile, tout est clair. J'ai essayé comme quoi si je veux imprimer une activité et j'ai trouvé que c'est aussi possible facilement. Alors, c'est ça mes impressions, comme ça, mes premières impressions, on va dire. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Axel? Il y a une main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai été fouiller le codage parce que ça m'intéressait de voir la nouveauté avec le codage. Puis j'aime ça, c'est très convivial comme plateforme. Puis c'est facile de retrouver ce qu'on cherche. Puis j'aimais aussi le visuel. Les situations d'apprentissage sont bien expliquées avec les résultats d'apprentissage. Puis il y a du visuel aussi pour ceux qui ne sont pas très confortables avec le codage. J'aime ça. Je suis contente d'entendre ça parce que, comme vous dites, on n'est pas tous super à l'aise avec le codage. Donc, on espère que le nouveau guide qu'on écrit va aider. Puis, ce que vous retrouvez sur le site au niveau du codage se retrouve aussi dans le guide. Donc, c'est un peu des deux. Mais oui, on a intégré plusieurs visuels, beaucoup d'images, de codes pour pouvoir mieux guider le personnel enseignant. Linda mentionne ce que j'aimais le plus, ce sont les liens interactifs pour approfondir nos recherches, nos connaissances. Oui. Donc, c'est ça. Puisqu'on a pris des guides, évidemment, on a fourni les sources, mais oui, si vous voulez aller lire davantage, c'est toujours disponible. Donc, je suis contente que c'est bien apprécié. Donc, ceci étant dit, je vous donne un deuxième défi. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, je suis pas mal certaine, vous n'aurez pas eu la chance de tout lire. Donc, deuxième défi. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite distinction que j'ai faite, mais le défi 1, c'était plutôt par rapport à des concepts. Ici, je vous invite à aller fouiller les activités. Donc, si vous avez déjà fouillé les activités, c'est correct. Peut-être vous alignez plutôt vers les concepts, là, les habiletés et connaissances. Donc, un ou l'autre. Donc, ici, défi 2, allez trouver au moins 3 activités qui bonifieraient votre enseignement des mathématiques et que vous pourriez facilement intégrer à votre planification. Et n'oubliez surtout pas les situations d'apprentissage, car elles sont riches en contenu, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, encore une fois, on va se donner une dizaine de minutes et par la suite, on fera un retour pour discuter de vos découvertes avant de continuer la présentation. Donc, on va être de retour vers 17h15 environ. Encore une fois, bonne découverte.
Donc, il est 17h15. J'espère que vous avez eu assez de temps pour explorer les activités, sinon les concepts. Encore une fois, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient partager leur expérience, qui ont trouvé des découvertes, des coups de cœur peut-être? Pas par écrit. Peut-être que vous avez vu quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas remarqué tantôt. Je vais prendre ça comme un point positif, dans le sens que si tout va bien de votre côté, je vois Linda en train d'écrire quelque chose. On va continuer la découverte de la ressource, mais cette fois-ci, je vous guide un peu plus, si vous me permettez. Moi, je trouve ça rassurant de voir que les choses qu'on fait déjà sont encore valides. Oui, en effet. Oui, c'est rien de perdu, même que c'est bonifié, je dirais. Donc, je repars la présentation. J'espère que vous la voyez comme il faut. Donc, je vais vous montrer peut-être une autre approche à utiliser cette ressource. Donc, de notre point de vue, je ne sais pas si vous connaissez sûrement l'aperçu des domaines d'études qu'on retrouve dans le programme cadre. Donc, pour vous faciliter la tâche, juste un instant, je vais vous fournir le lien dans la boîte de clavardage. Donc, je dirais que c'est une autre entrée à l'utilisation de la ressource. Donc, ici, c'est la première année, mais ça n'a pas de différence par quel niveau on passe parce que par domaine, on va reconnaître les contenus de la première à la 8e année. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de donner dans la boîte de clavardage. Donc, vous allez être en mesure de voir cette page-ci, donc l'aperçu des domaines d'études. Donc, pour chaque domaine, si on clique sur un de ces domaines, on va reconnaître tous les contenus de la première à la 8e année. Donc, ici, je vous montre cette façon d'utiliser la ressource parce que ça sert beaucoup, moi, je trouve personnellement, pour toute question d'ordre général en mathématiques ou encore pour savoir d'où viennent nos élèves ou pour connaître leurs apprentissages futurs. Comme je disais tantôt, classe à niveau multiple, c'est une richesse là aussi. Donc, c'est vraiment pour se familiariser avec la progression des apprentissages ici. Donc, si je choisis, par exemple, une question. Donc, je vais modéliser un petit peu l'utilisation de la ressource en lien avec l'aperçu du domaine. Donc, si je me pose, une faute, excusez, si je me pose la question, quelle stratégie puis-je enseigner pour la résolution d'équations? Donc, je me pose cette question générale-là. Donc, l'étape 1, je vais aller voir dans l'aperçu et je vais aller retrouver le domaine concerné. Donc, ici, on parle d'algèbre parce qu'on parle de résolution d'équations. Donc, je vais cliquer l'onglet algèbre. En cliquant l'onglet algèbre, vous allez reconnaître les contenus de la première à la 8e année pour algèbre au complet. L'étape 2 sera de déterminer le thème du domaine. Donc, vous remarquez ici, il y a toujours une rangée plus en gris qui ont les thèmes du domaine. Donc, puisqu'on parle d'équations, on est dans le thème de relations d'égalité et d'inégalité ici. Une fois que j'ai trouvé le thème, la prochaine étape sera d'aller retrouver les contenus d'apprentissage qui concernent la résolution d'équations. Donc, ici, on voit bien que ça commence à partir de la 4e année jusqu'à la 8e année. Donc, vers le site à vue d'œil, je peux aller consulter ces contenus-là pour trouver différentes stratégies pour résoudre des équations, puisque je sais que la ressource va avoir ces informations-là dans ces contenus-là. Donc, je peux soit aller fouiller le C2.2 de 4e année ou encore le C2.3 de la 5e à la 8e année. Donc, par exemple, si je choisis le C2.2 de 4e année, dans ma ressource à vue d'œil, vous vous souvenez, je clique l'onglet, ou plutôt le domaine algèbre. Ensuite, je vais aller voir la vue d'ensemble.
en 4e année, je vais retrouver mon contenu C2.2 et je vais aller lire les habiletés et connaissances pour aller découvrir différentes stratégies. Donc, c'est un peu une autre façon d'utiliser la ressource à vue d'œil. Je ne sais pas si en expliquant, vous avez eu la chance de vous rendre là, mais vous verrez que dans le C2.2 de 4e année, on offre plusieurs stratégies de résolution d'équations. Donc, parfois, dans notre enseignement, comme on mentionnait tantôt, on en connaît déjà beaucoup, on a différentes stratégies, mais c'est toujours bien d'aller lire qu'est-ce qui se fait aussi pour différencier justement notre enseignement. Donc, si vous avez bien compris l'approche qu'on prend présentement pour explorer la ressource, je vais vous donner un autre défi. Donc, à votre tour, je vais vous poser une question et je vous invite à prendre le même processus, donc à aller voir à partir de l'aperçu des domaines du programme cadre, aller retrouver le domaine que ça concerne, ensuite fouiller pour le thème, les contenus et à partir de là, aller dans la ressource à vue d'œil pour aller fouiller pour la réponse. Avant d'aller plus loin, je veux simplement m'assurer que tout va bien. Est-ce que les étapes étaient quand même assez claires? Ça vous va? OK, c'est beau. Donc, on se lance. Question pour vous. Puis là, je vais vraiment chercher des questions là, qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le programme cadre. Donc, vous savez, le programme cadre, on donne les contenus, on donne les stratégies, on explique, mais les guides d'enseignement efficace, c'est ce qui vont vraiment bonifier l'enseignement. Donc, question intéressante. Je vous la pose. Selon vous, en mathématiques, quelle est la différence entre une approximation, une estimation et un arrondissement? Donc, ce n'est pas une question à devinette, c'est plutôt pour aller fouiller dans la nouvelle ressource. Donc, je vous invite à aller dans l'aperçu du domaine du programme cadre, vous posez la question de quel domaine il s'agit ici, lorsqu'on parle d'approximation, estimation et arrondissement. Et ensuite, par le thème, aller trouver les contenus que ça concerne pour ensuite aller dans la ressource. Les guides d'enseignement efficace l'expliquaient vraiment bien. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà la réponse aussi, mais juste pour se pratiquer avec la nouvelle ressource, je vous invite à aller la fouiller un peu. Dans quelques minutes, je vous donne le temps de le faire, mais je vais vous donner quelques petits indices, là, juste au cas qu'il y en a qui sont un petit peu mal pris. Ah, donc Linda, je ne sais pas si tu réponds. OK, données. Toi, tu crois que c'est en données. C'est sûr que l'estimation, l'arrondissement et bien, surtout l'estimation est à peu près partout. Mais je t'invite à considérer un autre domaine. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée du domaine d'études dont il s'agit? Monique, nombre? Parfait. Donc, vous l'avez, c'est nombre. On parle beaucoup d'arrondissement, estimation. Donc, à partir de l'aperçu des domaines, je vous invite à cliquer l'onglet Nombre. Oui. Donc, une fois que vous êtes dans l'aperçu du domaine, donc vous voyez les contenus de 1 à 8. Maintenant, dans quel thème ça se retrouve? Lorsqu'on parle d'approximation, d'estimation et d'arrondissement. Il y en a qui auraient une idée. Là, par thème, je vous rappelle, je parle des rangées grises là, qui se retrouvent au-dessus des contenus. Oui, Linda, assurément, l'estimation, beaucoup dans la mesure, domaine sens de l'espace, oui. Ici, on va aller plutôt du côté nombre, on va explorer les fondements derrière ces concepts-là. Donc, des petits indices pour vous. On a déjà déterminé qu'on était dans le domaine du nombre. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée du thème, même peut-être des contenus dans lesquels je pourrais retrouver de l'information
par rapport à l'approximation, l'estimation et l'arrondissement. Ceux et celles qui aimeraient un petit coup de pouce. Donc, vous saurez qu'on parle beaucoup d'arrondissement dans le sens des opérations, mais aussi, par exemple, je vous donne un exemple de contenu. Les contenus qui sont strictement en lien avec l'arrondissement, par exemple, le B1-3 de 3e et 4e année. Donc, si vous n'êtes pas déjà, vous pouvez aller lire les contenus B1.3 de 3e et 4e année. Vous verrez qu'on parle précisément d'arrondissement. Maintenant, je vous invite à aller dans la nouvelle ressource, à les retrouver dans le domaine nombre, ce contenu-là. Et vous verrez qu'on explique en détail la différence entre l'approximation, l'estimation et l'arrondissement. Vous pourrez peut-être me faire un petit pouce si vous êtes rendu là dans la ressource, si vous l'avez trouvé. Je vais m'assurer que l'exploration se passe bien. Donc, ça, c'est un exemple d'informations qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le programme cadre. Donc, c'est vraiment là par le biais de nos guides et de la nouvelle ressource, justement, qui va être très conviviale là, à trouver cette information afin de bonifier notre enseignement des mathématiques. Si tout va bien de votre côté, je vous en donne un autre. Donc, ça, ce sont des questions qu'on entend souvent ou qu'on se pose souvent, justement, et qui concernent plusieurs niveaux. Donc, encore une fois, je vous pose une question, vous réfléchissez quel domaine ça concerne, vous partez de votre aperçu, vous allez trouver les contenus et ensuite, à partir de la ressource à vue d'œil, vous allez retrouver des informations. Donc, c'est sûr que là, on n'aura pas le temps de tout lire l'approximation, arrondissement et estimation, mais si j'ai piqué votre curiosité un peu, j'aurais fait ma tâche. Donc, prochaine question. Selon vous, comment puis-je faire pour complexifier les suites au cours de l'année ou encore d'un niveau à l'autre? Donc, les fameuses suites. C'est sûr, structure AB, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, ça, c'est la base. Mais comment je fais rendu en 5e année, par exemple, pour complexifier ces suites-là à motifs répétés? Qu'est-ce que j'entends par complexifier? Rendu en 7e année, les suites à motifs répétés. Comment je les complexifie? Comment est-ce que ces suites-là diffèrent des suites de 5e et des suites du cycle primaire, par exemple? Donc, par écrit, encore une fois, est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer à savoir quel domaine ça touche quand je parle de suite? Vous connaissez très, très bien le programme cadre, tant mieux. Donc, évidemment, c'est en algèbre lorsqu'on parle de suite. Maintenant, allons trouver le contenu. Ou les contenus plutôt, c'est sûr que c'est d'un niveau à l'autre, mais j'ai besoin de contenu pour ensuite aller fouiller dans ma ressource à vue d'œil. OK, donc contenu C, on parle du domaine d'études. Maintenant, on va aller plus précisément dans le contenu. Par exemple, contenu C 2.2, par exemple, ou C, OK, on est dans l'attente C1, parfait. Donc, pour fouiller la ressource à vue d'œil, ça me prend un contenu spécifique. Il faut que j'aille fouiller le contenu que ça concerne pour que je puisse aller voir au niveau des habiletés et connaissances.
cette information-là. Qui est encore une fois pas tout à fait creusée dans le programme cadre. D'où l'importance de cette ressource-ci. Donc là, on est vraiment dans presque auto-formation, formation. Si vous êtes des gens qui accompagnent, par exemple, le personnel enseignant, on vous pose ces questions générales-là. Oui, mais moi, je suis en 6e. Ils ont vu des suites à motifs répétés depuis la première année. Comment je fais pour les complexifier? C'est ce genre de questions-là qu'on croise souvent dans le domaine d'éducation. Donc, cette ressource-ci, si on sait bien l'utiliser, va être un outil indispensable. Je vous donne un autre indice. Donc, si vous allez voir le contenu C1.1, par exemple, je dis bien par exemple parce qu'on en parle dans d'autres contenus, mais C1.1, 5e année, par exemple, on va vous expliquer comment on peut complexifier une suite. Dans les habiletés et connaissances. Est-ce qu'il y en a qui pourraient écrire? C'est jamais évident en ligne, là, on a de la difficulté à avoir le pouls des participantes et participants, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient peut-être juste écrire une façon qu'on peut complexifier des suites en motifs répétés? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Sur quoi on peut travailler pour les complexifier? Je veux m'assurer qu'on s'est rendu à la bonne place dans la ressource. Je vais attendre la réponse. Parfait. Merci, Axel. Un exemple, c'est augmenter le nombre d'attributs. Par attribut, ça peut être la couleur, la forme, la position, la texture, peu importe. Donc, oui, une suite à motifs répétés qui contient plus d'un attribut, 3, 4, c'est une façon de la complexifier. Merci, Axel. Donc, ça me rassure, ça m'aide à voir qu'on s'est rendu à la bonne place dans la ressource. Stéphane est en train d'écrire peut-être une autre réponse, après laquelle je vous donne une autre question. Ça va être la dernière là, avec laquelle on va fouiller la ressource, mais je vais vous laisser à la fin de la formation en piquant votre curiosité. En tout cas, je l'espère. Ah oui, croissance, décroissance, ça c'est sûr que la décroissance commence, si ma mémoire est bonne, en 5e année. Donc, oui, des suites décroissantes, parfois ça peut être un petit peu plus complexe pour les élèves. Commence un petit peu plus tard dans les niveaux scolaires, mais oui, Stéphane. Donc, prochaine question qui m'a souvent été posée pour ma part personnellement, surtout au cycle primaire, évidemment. Donc, la fameuse question, quelle est la différence entre trier et classer? Donc, je vous invite à prendre le même processus, puis aller fouiller dans la ressource à vue d'œil pour aller trouver cette réponse et m'écrire, si possible, s'il vous plaît, la différence entre trier et classer. Parce qu'il y a une belle distinction à faire. Encore là. Quel domaine? Ensuite, quel thème? Quel contenu? Oh, désolé. Je n'étais pas au courant qu'on voyait le Teams. Est-ce que vous voyez maintenant
Là, moi, je ne vous vois plus par contre, là. Je ne vois plus l'écriture, mais est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Peut-être que quelqu'un peut le dire. Oui, merci. Oui, désolée. Tout ce temps-là, je pensais qu'on voyait bien le PowerPoint. Donc, petite piste, trier et classer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé au domaine que ça concerne. Donc, quand je trie ou je classe, je suis dans le domaine des données. C'est une des premières étapes à la collecte de données, d'ailleurs. Maintenant, le contenu, quel niveau ça touche quand on trie et on classe. C'est surtout la première année. Donc, si vous allez voir, par exemple, le contenu des 1.1 en première, dans la section Bibliothèque connaissances, vous allez retrouver la réponse, à savoir la différence entre un tri et un classement. Louis, est-ce que tu es encore là? Donc, je vais devoir agrandir mon Teams parce que sinon, je ne vois pas la boîte de clavardage. Je vais essayer de même réduire le plus possible. Donc, pour le plaisir des mathématiques, est-ce qu'il y en a qui ont une réponse, à savoir la différence entre un tri et un classement? On trie plus par ressemblance et on classe selon les différences. OK. Ça prendrait un petit peu plus de développement pour bien saisir. Trier un caractéristique, ignore le restant, tandis que classer, c'est pas assez ça. Donc, c'est ça, Axel, c'est sûrement ça que tu voulais dire, mais trier, c'est vraiment ce qui est et ce qui n'est pas. Par exemple, tout ce qui est bleu, je le mets dans une catégorie et tout ce qui n'est pas bleu, donc je le mets à part. Ça, c'est trier. Tandis que classer, comme Monique le mentionne, là, c'est vraiment faire des catégories. Donc, je mets les objets bleus ici, les objets rouges ici et les objets verts ici. Et les catégories comportent tous les objets. Donc, c'est vraiment ça la différence entre trier et classer. Puis, trier vient avant le classement chez les plus petits. Donc, si vous êtes matheuse et matheux comme moi, vous devez vous poser plein de questions en lien avec les mathématiques. Donc, avant de terminer la présentation, je vais vous en offrir quelques-unes autres, quelques questions pour piquer votre curiosité tout simplement. Mais vous pourrez, dans votre propre temps, là, quand vous aurez le temps de fouiller la ressource, vous pourrez trouver ces réponses si ça vous intrigue comme moi. Donc, je vais réduire ma fenêtre de Teams. Une petite minute. Donc, par exemple, je vous invite à fouiller la ressource pour trouver les réponses à ces questions. Donc, qu'entend-on par nommer des pièces de monnaie et des billets de banque? Donc, chez les plus petits, on va demander de les nommer. Donc, est-ce que ça veut simplement dire voici 10 cents, voici 2 $, ou c'est un petit peu plus que ça, nommer des pièces et des billets? Donc, c'est important de savoir ça pour l'enseignement de la littératie financière. Et la réponse se retrouve dans notre belle ressource à vue d'œil. Une autre question pour vous, à quel niveau commence-t-on à utiliser des lettres comme variables? Donc, vous avez sûrement vu des symboles, par exemple des icônes, des petits dessins pour représenter des variables, mais à quel niveau c'est recommandé de commencer à utiliser des lettres? Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le programme cadre, mais qui a été explicité dans les guides et qui se retrouve dans la ressource.
Une autre question, quelle stratégie peut-on utiliser pour calculer le pourcentage d'un nombre et ce sans calculatrice? Par exemple, on demande aux élèves de 5e année de calculer la taxe d'une somme d'argent. Comment on peut montrer à l'élève de calculer la taxe, un pourcentage, sans utiliser sa calculatrice? Une autre question, comment puis-je enseigner des rapports au cycle primaire? Donc, les rapports sont au cycle primaire à partir de la 3e année. Comment je fais pour montrer ça à des élèves de 8 ans environ? Quelles stratégies me sont offertes? Quels sont les 3 niveaux de compréhension en lecture de données? Donc, je présente un beau diagramme, un diagramme à bande, un diagramme à ligne brisée, peu importe. Il y a toujours 3 niveaux de compréhension de lecture. Quels sont ces 3 niveaux? Et quel est le rôle de repère en mesure? Donc, quel repère on a en mesure, puis quel est le rôle des repères? Donc, ça, ce sont seulement des exemples de questions qui vont piquer, je l'espère, votre curiosité, puis qui vont vous inviter à utiliser la ressource à vue d'œil pour aller fouiller les réponses. Donc, je vous rappelle que l'intention de cette formation était de connaître et d'explorer la nouvelle ressource à vue d'œil afin que vous puissiez vous en servir comme référence pour l'enseignement des mathématiques. Donc, j'espère que par l'exploration, par le lien que je vous ai offert, par les façons d'explorer la ressource, j'ose espérer que vous allez l'utiliser pour justement améliorer l'enseignement. C'est sûr qu'on en connaît déjà beaucoup, mais il y en a toujours à apprendre. Donc, la ressource à vue d'œil est là pour ça, évidemment. Avant de terminer, je vais vous demander de prendre quelques petites minutes pour remplir le questionnaire de satisfaction. Je vais donner le lien dans la boîte de conversation. Et pendant que vous êtes en train de remplir le formulaire de rétro, moi, je vais dire merci à Julie et je vais arrêter l'enregistrement et je vais revenir avec quelques consignes pour la fin.